Dans la majorité des cas, on a affaire à des gens qui sont retranchés, seuls. Des suicides, c'est arrivé, que des gens se tirent une balle dans la tête Oui, oui. quand vous êtes au téléphone avec eux, qu'ils sortent avec une arme et qu'on soit obligé de le neutraliser. Là, on sait qu'avec des terroristes qui veulent mourir, qu'on a déjà tués, on va pas pouvoir les influencer suffisamment pour les faire basculer. Plus que de la négociation, en fait, c'est de la communication. Koulibaly, lui, il a des demandes. Il voulait que le président Hollande vienne porte de Vincennes, que les troupes françaises se retirent de Syrie. Là, la situation peut basculer encore plus rapidement. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être encore présents aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne YouTube, Olivier Delacroix officiel, et dans le monde d'Olivier, où vous savez que nous abordons tout un tas de sujets, des sujets de société, des sujets qui agitent notre société. Aujourd'hui, je reçois une personnalité particulière. J'ai toujours eu une passion et en même temps une grande admiration pour les policiers, ce métier de la police. C'est même un métier que j'aurais aimé faire quand j'avais 17-18 ans et puis les choses ont changé. En tout cas, aujourd'hui, nous accueillons Pascal, dont vous ne verrez pas le visage parce que il était négociateur jusqu'en 2025, négociateur à la BRI, et que Pascal a contribué et a participé à des affaires de terrorisme et que, bien évidemment, vous comprendrez qu'il doit aujourd'hui garder l'anonymat parce que ce terrorisme est encore présent et que, bien évidemment, son anonymat doit être préservé. Mais c'est pour moi un honneur de recevoir Pascal aujourd'hui et surtout j'ai beaucoup de curiosité. Pascal, bonjour. Bonjour Olivier. Beaucoup de curiosité pour ce métier de négociateur, mais on va en parler assez rapidement. Mais avant tout, ce choix de devenir policier, vous le prenez à quel âge et pourquoi? Alors, ça remonte, je pense, à mes années de oui, c'est mes années de lycée, en fait, parce que j'étais un élève, assez moyen, qui avait aucune idée sur ce qu'il allait faire plus tard, jusqu'au jour où, au lycée, sont venus, 2 policiers du commissariat, de l'endroit où j'étais, parmi d'autres professions, qui venaient présenter leur job. J'ai discuté avec eux, j'ai trouvé ça super intéressant et puis, je me dis: «C'est ça que je veux faire en fait», Mmh. ça a l'air, relativement cool. Oui. J'avais aucune idée précise de ce que je pourrais faire d'autre et là, tout d'un coup, je trouvais le truc, qui m'intéressait et je pense que j'avais peut-être lu peut-être un peu trop de polars ou regardé un peu trop de films aussi et puis ça a matché, direct. Mmh. Et donc là, je me suis dit: «Bah, c'est ça maintenant» et quelques années plus tard, après mon service militaire, j'ai passé des concours et donc je suis rentré dans la police. J'ai fait mon service militaire dans la gendarmerie parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire son service dans la police. C'est le cas maintenant, mais ça ne l'était pas à l'époque. Donc pour me donner un peu une idée, pour voir si je me trompais pas, même si c'est quand même un univers, différent, surtout à l'époque. C'était beaucoup, plus militaire. Mais ça m'a quelque part, ça m'a conforté dans mon choix et donc j'ai jamais voulu faire autre chose, et puis ça m'a plu jusqu'au bout Mmh. puisque maintenant, je suis retraité depuis Oui, peu. depuis peu. Voilà, On en parlera. je regrette pas ce choix. Mmh. Est-ce que, on parle souvent de vocation lorsque on parle de ces métiers, de médecin, d'assistante sociale, de il y a plein de métiers à Ouais. vocation, vous voyez, où on Ouais, ouais, s'engage ouais. pour l'autre. Alors, je sais pas si j'avais autant d'altruisme que ces gens-là, mais enfin, vocation, c'est peut-être beaucoup, mais c'est une passion quoi, un truc qui m'a embarqué et puis, une fois que j'ai fait ce choix, j'ai jamais, voulu faire autre chose, j'ai jamais voulu arrêter, j'ai voulu en faire encore plus dans le domaine que je fréquentais, donc dans le domaine policier. Vocation, ouais, peut-être, je il y a peut-être un côté un petit peu, religieux, peut-être Ouais, là-dedans, enfin, moi vouloir faire le bien. alors faire le bien, oui, 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 bien sûr, oui, déjà, faut avoir une mentalité, faut pouvoir s'adapter à ça, faut avoir envie de faire ça. Faut être bien dans ce milieu-là, ce qui a été mon cas, même si je connaissais personne de la police. D'accord. J'avais aucune famille dans la police, mais bon, ça m'a plu. Et on parle souvent d'un instinct de chasseur
qui rejoint aussi la morale, qui veut, réparer, une société qui, ne tourne pas obligatoirement comme elle devrait tourner, chasser ceux qui prennent pas le bon chemin. Est-ce que, ça aussi, vous vous êtes senti pousser, cet instinct de chasseur assez Alors, rapidement? dans la police judiciaire, on a effectivement cet instinct de chasseur. Après, moi, je suis pas du tout chasseur au sens Mmh. propre, Oui. mais c'est vrai que, une fois qu'on est sur une affaire, et notamment si elle est un peu plus intéressante que la moyenne, on est embarqué, on est pris, comme peut l'être certainement un chasseur. Oui, effectivement, faut avoir envie de se lancer et puis d'aller jusqu'au bout, y passer du temps et c'est vrai qu'il y a il y a des phases où on est pris, quoi. On est pris dans le truc et ça, je pense que je le cherchais quelque part. Mmh. Où on suit, une espèce de dynamique, interne, Vous commencez donc votre carrière, avec ce service, militaire à la gendarmerie mmh. et après vous intégrez, la police comment en fait? Vous Bah, commencez j'ai comme passé des jeune? concours, oui, j'ai passé le concours de gardien de la paix, j'ai passé, ensuite, rapidement le concours d'enquêteur. À la sortie de l'école, qui se fait à Toulouse, je suis, affecté à la BRB, à la brigade de répression du banditisme. En fait, j'ai un peu de chance parce que je suis bien classé, il y a des postes à la BRB, mais sur des services, on va dire, peu intéressants Ou au sein de la BRB. Ça m'a permis quand même au bout de 6 mois d'intégrer un groupe, spécialisé, alors que ça aurait pris 4 ou 5 ans, si j'avais été, affecté ailleurs. Donc j'ai subi un petit peu pendant quelques mois, mais c'était pas trop méchant et puis surtout ça m'a permis après de plonger dans les années 80 à la BRB, donc le grand banditisme, beaucoup de braquages, ouais, braquage de banques, braquage de fourgons, braquage de bijouterie, donc c'était vraiment, c'était mon truc, quoi, c'était ce ouais. que je voulais. Une époque, particulière, hein, en 1980, le crime, organisé, comme vous dites, les braquages, Oui, 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 c'était une époque particulière. c'était effectivement, il y avait encore beaucoup de braquages. On va dire que le banditisme, en gros, était dominé par les braqueurs qui étaient un peu l'aristocratie du voyou. Oui. Ça aussi, ça me passionnait. Donc, il y avait des équipes structurées qui régnaient un petit peu sur Paris. Et pas que des clans structurés d'ailleurs, parce que bon, il y avait un peu de tout dans les braqueurs. C'était ça un peu qui Mmh. faisait la richesse, c'est qu'il y avait des fois, il y avait des types qui étaient pas forcément, enfin, qui s'appelaient pas eux-mêmes des voyous Mmh. mais qui avait choisi ce mode de vie parce que c'était le seul qu'il connaissait vraiment, sans être pour autant, vraiment du milieu. Oui. C'était pas des proxénètes, c'était pas des gens qui fréquentaient forcément les bars de voyous, qui avaient une vie de voyous pure, mais c'était des braqueurs. Donc voilà, il y avait un espèce de petit mélange Mmh. et tout ça, ça constituait des gens, sur, lesquels j'avais envie de bosser, et d'arrêter Et et d'arrêter. d'arrêter. Ouais. Pas par haine pure, mais parce que c'était le truc, quoi. Il fallait les arrêter. D'ailleurs, certains se révélaient, plutôt sympathiques, une fois qu'ils avaient les menottes. Mais, bon, avant, si je m'interposais, et qu'ils avaient une arme à la main, enfin, moi ou mes collègues, on savait qu'on allait se faire allumer, ouais. Ouais. La BRB étant, vraiment réputée pour, justement aller se frotter à un Mmh. banditisme, parfois dangereux. À cette époque, vous vous êtes retrouvé parfois, dans ce type de situation? Oui, 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 oui. Oui, fréquemment même. Bon, après la BRB, il y avait différents groupes, spécialisés, mais qui avaient tous une spécialité. Mmh. Et enfin, c'était un gros service à l'époque. Bon, ça l'est encore maintenant, mais à l'époque, c'était quelque chose, quoi. Et le crime, organisé de l'époque, lorsque vous le regardez aujourd'hui, il a vraiment changé? Alors, oui, bah, le crime organisé de l'époque, déjà, enfin, c'était pas un crime organisé au sens, mafia, Ouais, ça, je en tout cas, pas à Paris, mais il y avait des clans structurés, il y ouais, avait des gens qui dominaient le milieu, il y ouais, ouais. avait Plus des clans, en fait. oui, des clans, alors le plus connu, parce que c'est un peu fourre-tout, mais c'était il y a la banlieue sud, ce qu'on appelait nous le gang de la banlieue sud, qui était en fait, un regroupement d'individus, plutôt des braqueurs issus donc de Vitry, Villejuif, qui avaient un vrai savoir-faire de braqueur, en Ouais. fait. Et moi quand j'ai commencé, on travaillait sur les gangs de la banlieue sud, ce qui était l'idéal pour apprendre, parce qu'on les voyait bosser
quand ça avait bossé sur eux, on pouvait tout faire, quoi. Mmh. Donc Com ça, c'était banlieue sud. Après, il y avait d'autres clans qui étaient Oui. plutôt, banlieue nord, voire, Montreuil Mmh. et différents voyous, qui avaient un peu plus de bouteilles, qui mettaient plus forcément les mains dans le cambouis, mais qui envoyaient, les plus jeunes, au mastic. Ouais. Votre mission à Mmh. l'époque, elle se résume, à quoi? À beaucoup de filatures, de planques, Alors, dans le groupe où j'étais, en fait, il y avait tout. On faisait, filature, interpellation et procédure, derrière, avec des écoutes, téléphoniques, avec, donc il y avait c'était de l'enquête et du flagrant délit, donc pour tout ce qui concernait, les braqueurs. vous allez rentrer à la BRI. Oui, Combien d'années après, en fait, et alors pourquoi? au bout de 6 ans de BRB, j'ai passé le concours d'inspecteur à l'époque. Ouais, Officier maintenant, donc je suis reçu, je retourne en école de police et à l'issue, quand je sors, bah, je suis, au bout de quelques mois, je suis récupéré par, la BRI parce que, il y avait des places de disponibles dans un groupe, des gens que je connaissais qui m'ont, coopté en fait, qui m'ont dit: «Est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, on te prend». mmh, Donc c'est assez différent maintenant puisque maintenant on a des tests, le protocole est très très différent puisque il y a une semaine de test, et il y a l'immersion, alors qu'à l'époque, c'était en fonction un peu de votre CV et des connaissances, qu'on pouvait avoir ou de la «réputation» entre guillemets qu'on pouvait avoir en disant: Ce type-là, il vient de la BRB, il a 5 ans de pratique, on l'a vu faire, on va voir si ça colle» et c'est un peu comme ça que moi j'ai été recruté à l'époque. mmh, et c'est quoi la différence entre la BRB et la BRI, en fait? Alors la BRI, la différence, essentielle, c'est qu'elle ne fait pas de procédure. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont interpellés en flagrant délit, elle remet, les individus à un service d'enquête. Ça peut être la BRB, ça peut être, une division de police judiciaire, Oui, qui elle va faire les auditions, tous les actes de procédure, les perquisitions et cetera. Donc la BRI, c'est un service où les gens doivent être disponibles H24 pour faire des surveillances, interpeller ou être prêt à intervenir sur des situations de prise d'otages, terroristes ou d'enlèvement avec demande de rançon. Mais il y a cet aspect, on va dire, pour simplifier un peu, purement opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut toujours être disponible pour aller dehors, soit pour interpeller, soit pour suivre, soit pour, intervenir sur une situation de crise. d'accord. On est plus Alors qu'à la BRB, bah, il y a le côté aussi, enquête. enquête, Enquête. ouais. Vous allez, gravir les échelons, hein, dans cette Mmh. BRI pour arriver, à être, à la coordination, en tant Mmh. que négociateur. Négociateur, en fait, à la BRI, c'est pas un poste à temps plein. C'est-à-dire D'accord. que moi, quand j'arrive à la BRI, pardon, je suis en groupe, je suis dernier ou avant-dernier de groupe. Au bout de quelques années, je suis adjoint de chef de groupe. Après, je suis chef de groupe. Tout ça, ça prend du temps. Et mon dernier poste, c'est chef d'état-major. Donc là, c'est de la coordination de plusieurs groupes. Mais tout le monde à la BRI a une ou plusieurs spécialités. D'accord. Et moi, à partir de 2002, puisque c'est là que la négociation a été créé, j'ai choisi, m'intéresser à la négociation. Mmh. Donc ce qui fait qu'en parallèle de mes fonctions de chef, adjoint et chef d'état-major, j'étais responsable de la négociation puisque j'ai fait la première formation qui a eu lieu, à la BRI, D'accord. C'est en 2002 c'est en qu'est 2002. créée, la La cellule négociation la au c sein de la BRI. négociation. Oui. D'accord. Mmh. Mais avant, vous êtes, plutôt donc dans l'état-major, Avant, je suis en groupe, donc j'ai un donc travail vous interve d'opérateur, d'accord, classique. d'accord. Mmh. Et quand on voit la BRI aujourd'hui, est-ce que vous faites partie de ces gens qui interviennent, ou vous êtes, plutôt avec les chefs qui décident justement de la coordination des interventions? Sur mes dernières années, j'étais, soit à la coordination, Oui. soit, responsable soit négociateur. Mmh. J'étais plus, en tête de colonne ou même dans la colonne, D'accord. sauf exception, quand il y avait, des trous à combler, on va dire, parce que ça m'est arrivé justement, avant les attentats là. Vous y êtes allé donc dans ces, colonnes? Oui, Vous oui, oui, connaissez oui, voilà. l'adrénaline, et je pense que même c'est important de C'est mieux connaître, de c'est mieux de savoir connaître. ça. Après, il y a différentes options quand on est négociateur. Des fois, pas dans notre service, mais dans d'autres services, les négociateurs n'appartiennent pas au service d'intervention. D'accord. En tout cas, la BRI, tous les gens qui sont négociateurs formés à la négociation sont aussi des opérateurs, ont été opérateurs. Mmh. Donc ils connaissent les 2
les 2 aspects de l'intervention, sur, forcenés ou preneurs d'otages. Alors, quand vous devenez, négociateur, heu, quelles sont, les premières affaires, auxquelles vous êtes confronté? Parce qu'en plus c'est nouveau, hein, Mmh. en 2002. Quelles sont les premières affaires, sensibles, que vous allez avoir à traiter? Dans Dans la votre souvenir, hein, Oui, dans mon souvenir, celles qui vous ont marqué? alors dans la majorité des cas, on a affaire à des gens, qui sont retranchés, seuls, qui ont, le plus souvent des problèmes de santé mentale aussi, schizophrène, par exemple, qui a pas regagné, son établissement, qui a pas pris ses médicaments, qui est, armé. Alors ça peut être un couteau, ça peut être, une arme de poing, donc ça constitue quand même une bonne partie de nos interventions. Il y en a eu beaucoup, hein, donc je me Oui, souviens souvent de celles qui sont pas forcément bien terminées, hein, on mais se il y souvient en a plus facilement, oui, de celles qui se sont mal terminées, en oui, oui, fait. oui. Ouais, La mémoire, elle accroche oui. le négatif, en fait, Mmh. hein. Fort heureusement, moi, j'ai jamais eu à déplorer de décès de mes collègues, Oui, des blessés, mais pas de décès. Par contre, des suicides, c'est arrivé, que des gens se tirent une balle dans la tête, oui, oui, quand vous êtes au téléphone avec eux, qu'ils sortent avec une arme et qu'on soit obligé de le neutraliser. oui. Pas souvent, mais c'est arrivé. Mmh. Donc, c'est pas forcément des bons souvenirs, même si on n'a rien à se reprocher, sur l'action en elle-même, puisqu'on a essayé de négocier, hein. Nous, on est là pour essayer de faire en sorte que ça se termine, en souplesse. Mmh. Après, c'est pas forcément, dans la majorité des cas, ça fonctionne, mais il y a des exceptions et des fois, on a des situations, qui se terminent, dans le sang, Oui. voilà. Et dans ces cas-là, en fait, Mmh. quand on est, le bout de la chaîne, je trouve, p parce que Mmh. le négociateur, il est celui qui est au bout, hein, Mmh. et que ça se passe mal. Est-ce qu'il faut vite passer à autre chose, ou est-ce qu'il y a une culpabilité obligatoirement qui est naissante, quand ça se finit mal? Alors culpabilité, non, sauf si on pense avoir fait une erreur. Mmh. Sinon, il y a pas de culpabilité. Après, il y a forcément, on n'est pas satisfait du résultat, mais tout dépend pas de nous, malheureusement. Ça, on s'en rend compte. On a beau faire, tout ce qu'on peut, ça va marcher, souvent, et puis des fois, ça va pas marcher. Mmh. Et des fois, ça marche, on croit avoir été bon, on pense avoir tout fait. Peut-être pas tant que ça, mais ça a marché. Et des fois, ça se finit pas bien et alors qu'on a commis, aucune erreur. Donc il y a une part qui nous échappe, ça faut en être conscient. Et puis, bon, effectivement, le fait de vivre tout ça, de toute manière en groupe, d'échanger, on a des psys avec nous, tout de suite, débriefer, permet, de passer à autre chose, alors je vais pas dire rapidement, mais, au moins d'évacuer, Oui. cette difficulté-là. Bon, quand on a affaire à quelqu'un qui, souffre, dans sa santé mentale, Mmh. je suppose que l'approche, est différente que lorsque, on a affaire à une prise d'otage. Est-ce que vous avez eu à négocier, dans une prise d'otage dans une banque ou dans une prison? Parce que je sais qu'il y a eu Ouais. plusieurs interventions comme ça. Moi, j'ai le sentiment que les gars qui sont à l'intérieur d'une banque ou d'une prison, qui ont pris, des, gardiens en otage, ou quand on est dans une banque, qu'on a pris des employés, il y a peu de chances, il y a jamais eu de chance même qu'on leur, amène un hélicoptère ou des voitures, et donc, là, c'est Mmh. votre rôle. Alors c'est de Mmh. négocier, mais comment vous approchez, ce type de situation? Quand on a affaire à des braqueurs, retranchés ou quelqu'un qui a fait une tentative d'évasion, dans la plupart des cas, c'est pas quelqu'un qui veut mourir. Oui, Voilà. Donc, on sait qu'à un moment donné, on va trouver un terrain d'entente. Même si les demandes peuvent paraître, au début, un peu surprenantes, on a affaire à quelqu'un qui, normalement, doit être, un peu plus rationnel qu'un schizophrène, qui n'a oui, pas pris bien sûr. ses médicaments et cetera. Donc le temps va jouer pour nous. C'est ce temps, qui va leur permettre ou lui permettre de redevenir un peu plus rationnel, et à partir de là, on va commencer à pouvoir, négocier et à offrir des portes de sortie, mais qui ne seront pas, comme vous l'avez dit, Oui. on va pas lui amener une Mercedes, on va pas lui amener un hélicoptère non plus, mais à la marge, en fonction des demandes qui seront faites, Mmh. on peut, en satisfaire quelques-unes et obtenir la reddition, de l'individu ou des libérations d'otages, ce qui est notre objectif, numéro un quand Oui, on a oui. affaire
ce type de situation. Alors, quand on a affaire à des gens comme ça qui savent, de toute façon qu'ils ne vont obtenir que très peu, Ils finalement. demandent beaucoup et au final, alors l'idée, c'est de leur faire comprendre par eux-mêmes, Oui. non pas de leur dire tout de suite: «Non, tu auras pas ta voiture, tu auras pas ton hélicoptère, tu auras pas un sac avec 2 millions d'euros». Mmh. On va pas leur expliquer, dès le départ que c'est pas possible. Dès le départ, c'est non. Non, il y a pas de non. Il y a pas de Il non. y a pas de non. En tout cas, Jamais. on leur dit pas non, D'accord. mais on sait bien que ça va pas arriver. Mmh. Nous, on le sait que ça va pas arriver. Eux, faut qu'ils le comprennent. Oui. Donc ça prend un peu de temps. Mmh. Mais une fois qu'ils ont compris ça, eh bien, il y a peut-être des choses qui peuvent être négociées, qui doivent nous permettre, d'obtenir, déjà, on va pas leur mentir. Mmh. La plupart connaissent, la musique, hein, donc ils savent qu'ils vont passer en garde à vue, ils savent comment ça va se dérouler, donc sur ce processus-là, on leur ment pas, mais il y a peut-être des choses qu'on peut aménager et c'est ça qui va, sans doute faire qu'on va obtenir une reddition, Mais alors, de mmh. quel type? Des demandes de quel type? Pour, un gars ou plusieurs gars qui savent qu'ils vont finir en garde à vue, heu, Alors quel qu'est-ce qu'on peut demander, en fait? il y a des trucs, je suis pas sûr que ce soit un bon moment pour le dire, mais quelqu'un qui est en prison, il va demander des je vais rester général, hein, il va Oui. demander des faveurs sur sa détention, D'accord. qui pourront être accordées ou non, ça Mmh. dépend. Si c'est raisonnable, pourquoi pas? Mmh. Mais ça a à voir avec, le l'administration Ouais. pénitentiaire. Ça, c'est pour, ceux qui sont en prison. Pour un braqueur, retranché, je sais pas, ça peut être un coup de fil à Ah, c'est sa ça. femme ou à ses enfants ou à la fin, hein, je dis bien, pas Oui. pendant, mais des choses comme ça, Le choix, par exemple, du lieu de détention, ça peut ça être, il deman peut demander, après ça dépend pas forcément de non. vous, donc faut voir ça avec l'administration pénitentiaire, encore une Ouais. fois. Mais, il peut y avoir des petites faveurs qui, pour eux, représentent beaucoup, Ouais. quand ils ont compris que de toute manière, ce qu'ils ont demandé avant, ils ne l'auront pas Mmh. et donc tout ça, ça peut favoriser, une fin pacifique. Mmh. Alors, vous avez eu à gérer, souvent Mmh. ce type de situation, mais là, on parle, comme vous l'avez dit, de gens qui n'ont pas envie de mourir. Mmh. Je parle donc des derniers cas, hein, Mmh. que nous avons, dont nous avons parlé, c'est-à-dire prise d'otage, que ce soit en prison ou dans une banque. Ces gens-là, s'ils négocient, ils n'ont pas envie de mourir. Mais vous avez participé aux négociations au Bataclan, mais d'abord à l'Hypercacher. Et là, on a affaire à des gens qui, depuis Mohamed Merah, hein, qui a ouvert, je dirais, cette nouvelle forme de terrorisme suicidaire, hein. Mmh. Là, vous avez eu affaire à des gens qui étaient bien décidés à faire du mal, Mmh. mais jusqu'à perdre la vie. Et là, bien évidemment, votre rôle de négociateur, vous vous en doutez, fascine beaucoup le public. Comment négocier avec, d'abord, Koulibaly à l'Hypercacher? Comment on peut avancer? Qu'est-ce qu'on fait? On gagne du temps, que fait-on? Alors, Mmh. sans vous bien évidemment, vous faire révéler, des stratégies, qui doivent rester, internes au service de police, mais comment on avance avec un type comme ça? On avance, plus que de la négociation, en fait, c'est de la communication. C'est-à-dire Oui, qu'on essaie d'entretenir, une relation. Koulibaly, lui, il a des demandes assez politiques, exorbitantes dont on sait qu'elles sont jamais satisfaites. Mais, ça le permet, d'échanger avec lui déjà, d'avoir des informations puisque, il parle fréquemment et notamment, il révèle ce qu'il a comme, explosifs, comme arme de poing, il parle des otages et cetera. Donc il est toujours bon d'avoir un contact, même si au final on sait qu'il veut mourir, oui. même s'il le dit pas comme ça au début, mais on connaissait, depuis Mera, on connaissait la mentalité de ce type de terroriste. Oui, depuis Merah et depuis les Kouachi aussi, Alors les Kouachi, c'était en parallèle. ah oui, c'est vrai que c'était C'était en en parallèle. parallèle et puis, Donc je pense que même ça a pesé, dans votre négociation. oui, J'avais oublié. oui, oui, ça alors pas dans ma la négociation parce qu'à aucun moment, il y a qu'une fois où il en parle, où je pense qu'il va en parler. Oui, Parce qu'il l'évoque jamais directement, la prise d'otage qui est simultanée, en fait, hein. oui. Enfin, la prise d'otage, c'est pas une prise d'otage parce que non, pas d'otage
à Ah si, Dammartin. ils ont le patron de l'imprimerie. Non, il a été relâché à ce Il a moment-là. été relâché. Mais par contre, je crois qu'il y a un employé qui est Oui, caché, mais eux ne le savent pas. mais ils le savent pas. Mais comme les opérations avaient été, coordonnées entre eux, on pensait qu'ils pouvaient échanger pendant ces prises, enfin cette prise d'otage et leur retranchement à eux. C'était une crainte, évidemment, parce qu'ils Oui, disaient: «Lui, il a des otages, on peut rien faire sur l'autre situation parce que sinon il va tuer les otages». oui, Et à rebours, en fait, maintenant je me dis qu'ils avaient d'un côté comme de l'autre, ils avaient choisi déjà, la fin. Ce qui fait que les Kouachi, en fait, sont neutralisés avant Koulibaly. Moi, il me semble qu'il le comprend parce qu'il me parle d'un truc au téléphone en me disant: «Ah, j'aurais aimé savoir comment ça se passait, comment ça s'était passé là-bas». Et donc là, moi je change tout de suite de sujet parce que oui, ma crainte, c'est qu'ils se disent: «Bon, maintenant que les autres sont morts, bah, oui, moi je vais tuer les otages». oui. Vous Alors l'emmenez donc sur un autre terrain? sur un autre terrain, mais rétrospectivement, je me disais qu'en fait, il avait déjà choisi sa mort. Sa mort, c'était de nous affronter, nous policiers. Mais à ce moment-là, on a surtout des inquiétudes pour les otages. Ouais, donc évidemment, la situation des Kouachi impactait tant la stratégie d'intervention, qui concernait, nos chefs à l'époque, que la négociation. Ouais. Mais sans savoir précisément ce qui pouvait se dire entre eux, ce qu'ils avaient déjà, décidé. Mmh. Parce que vous ignoriez s'ils étaient en contact Oui. téléphonique. Visiblement, il s'avère qu'ils ne l'étaient pas. Alors maintenant, on sait qu'il ne l'était pas, Ouais, mais sur le coup, sur le ça va coup, rien. non. Mmh. Vous parlez de communication, Mmh. donc ça veut dire quoi? Qu'on gagne du temps? On négocie sur, quoi? Est-ce que vous avez eu des demandes particulières peut-être, concernant, Oui, oui, là, il avait des demandes, mais c'était des demandes complètement irréalisables. Il voulait que le président, Hollande, vienne, ah oui, porte de Vincennes, que les troupes françaises se retirent, de Syrie, bon. oui, il avait de Il avait un grandes catalogue demandes. de demandes, mais bon, nous, c'est des demandes, on lui dit pas non évidemment, Ouais. mais on fait remonter à nos responsables, mais la réponse, on la connaît déjà. Des demandes Donc assez absurdes. nous, ça nous paraît absurde. Lui, je pense qu'il y croyait un peu parce Ouais. il y avait un côté un peu mégalo aussi, donc c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir des demandes, même si elles paraissent, irréalisables. Mmh. Parce que, on peut à partir d'une demande, nous, on peut travailler. Oui. Mmh. On peut On s'accrocher peut s'accrocher à quelque et chose développer et on gagne du temps. et on gagne du temps, ce qui nous était demandé puisque, l'assaut de toute manière, ne faisait pas vraiment de doute. Oui. On se prépare toujours à enfin, on peut toujours imaginer une reddition avec ce type d'individu, mais c'est quand même, peu Rare. probable. Oui. Donc en parallèle, il y a toujours une intervention qui se prépare et pour Mmh. la préparer, bah, faut quand même un peu de temps et les demandes nous permettent justement, nous, de gagner ce temps nécessaire pour, avoir une bonne intervention. Mmh. Dans votre métier, et dans cet épisode concernant, Koulibaly, est-ce que votre formation, vous amène à détecter un peu les contours psychologiques de ce garçon? Est-ce que, le talent d'un négociateur, votre talent à Mmh. ce moment-là, c'est, bah, d'établir un contact, un peu plus chaleureux avec lui, faire Oui. copain, comme vous disiez, Alors, on essaie d'établir une relation, mais il y a pas d'empathie puisque, ouais, lui, même si on essaie de créer un rapport, ce qu'on fait dans une négociation normale. Là, on sait qu'avec des terroristes qui veulent mourir, qui ont déjà tué, oui, on va pas réussir à créer enfin, en tout cas, on va pas pouvoir les influencer suffisamment pour les faire basculer. Donc, on essaie de créer cette relation, on va jusqu'à un certain seuil. mmh, En fait, il nous utilise puisqu'il a des demandes, mais on va pas pouvoir, établir une vraie, connexion. Mais toujours est-il qu'il a besoin de nous, il a des demandes, donc ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que lui-même va nous rappeler. Je pense qu'il a compris de toute manière qu'on va pas accéder à ses demandes. Mais quand même, il veut savoir et nous, on essaie de le contacter et lui nous rappelle et donc il y a quand même quelque chose qui se crée. Il a un besoin de communiquer. Alors peut-être que pour lui, on représente un peu l'État ou, oui, le porte-parole, le porte-parole, ouais, sans avoir d'ailleurs l'autorité pour décider, puisque nous, on fait remonter les informations. Je ne dis pas: «C'est pas possible» ou «Oui, c'est possible». Moi, je transmets ouais, et autant que faire se peut, «j'appuie tes demandes» entre guillemets. Mais
On a donc une forme de relation qui se crée, mais qui est pas suffisante. Parce qu'on sait qu'au final, lui, il veut mourir. Mmh. Lui, heu, Mmh. parce que c'est curieux, lui, dans toutes ces histoires que j'ai suivies avec, une grande attention parce que, j'ai toujours été, très focus sur, cette partie du monde, hein, du Moyen-Orient, de la naissance du wahhabisme. Je voulais comprendre, cette fascination, naissante chez ces jeunes, français, donc des enfants de la Mmh. République, hein, nés sur le sol français, qui partaient faire le djihad. Ce phénomène m'a saisi Mmh. et j'ai voulu comprendre. Et Koulibaly, étonnamment, ne m'a c'est celui qui m'a donné le plus l'impression d'être moins déterminé que les autres. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là, vous, ou pas du tout? Oh non, moi j'ai eu le sentiment qu'il était vraiment déterminé. Ah ouais, vous avez eu ce Ouais. sentiment-là. Non, non, il était vraiment déterminé, mais peut-être que plus que d'autres, il avait une dimension un peu Mégalo, mégalo, plus dans la mise en scène oui, peut-être, cet aspect-là effectivement, supérieur au Kouachi par exemple. ouais. Ce qui permet de gagner du temps, là encore, dans les demandes que vous devez Oui. faire remonter Mmh et mh, mmh. l'attente des réponses, donc de plus haut, hein. Oui, 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 et il fallait nourrir un petit peu son narcissisme et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il demande tout de suite à voir le président de la République Ouais, parce que, il se voyait vraiment comme un les autres aussi, hein, mais lui comme un soldat et avec, je pense un aspect, de mise en scène, mmh, supérieur aux ouais, autres. ouais. Mmh mh. On voit, qu'il a une haute opinion de lui-même dans ses Oui, demandes, mais on et surtout voit il y a ce qu'on sait après, c'est son parcours avant aussi. oui, C'est un parcours de délinquant en fait. oui, oui, Et qui avait aussi, je crois, à un moment donné, été reçu à l'Élysée oui. Il y dans a une photo avec, Nicolas Sarkozy, parce ouais, qu'à un moment, je crois qu'avec une grande marque de soda, il est, l'employé modèle, ouais. hem, mais on sent, que dans ses demandes, bien évidemment, il est narcissique, mais ce que vous devez sentir aussi, c'est qu'à travers ses demandes, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, comme on dit. Et est-ce qu'on joue aussi là-dessus? Est-ce que ça fait Alors, partie de on lui dit pas qu'on le prend pour un imbécile, non, évidemment. surtout pas. Je dirais même pas ça parce qu'en fait, c'était pas le plus bête, je crois, D'accord, de tous ceux qu'on a eu à à rencontrer. traiter. Pa parce qu'on va parler de ceux du Bataclan après Ouais, et je pense que mais non, il y avait, par contre, oui, effectivement, pour comment ces gamins-là arrivent à se créer un personnage, et pourquoi, là, mystère. Ils pensent réussir quelque chose, à mon avis, c'est ça. Ils ouais, pensent réussir dans ce domaine de terroriste, alors que dans tout le reste, ils ont échoué, quoi, en fait. oui. C'est peut-être une des raisons, en tout cas pour Koulibaly. Mmh. Lorsque vous avez été formé, Pascal, en 2002, mais que tout ça a évolué, Mmh. lorsque vous voyez apparaître, Mera, est-ce que, on prend vraiment conscience, dans les services de police qu'on va avoir affaire à ce nouveau type de terroriste qui veut finir, là-haut Mmh avec les mh. 70 vierges, et qui veut mourir donc? Oui, on sait que depuis Mera, on sait que ça existe parce qu'en Ouais, fait, on a appris beaucoup là ouais, sur cette affaire-là. Après, entre l'anticiper, le prévoir et le vivre, il y a quand même pas mal de différences. On sait que c'est possible, on se doute que ça va nous arriver, mais par exemple, Charlie Hebdo, quand ça arrive, ouais, vous voyez, on est un petit peu secoué en se disant: ouais, «Ah, ouais. là, c'est plus pareil, là, ça y est, on est vraiment, Oui, vraiment on est dedans». dedans là. Mmh. Ouais, Charlie Hebdo, donc plus la fuite, la cavale des Kouachi et ensuite les prises d'otages, dont oui, on a parlé, ouais. à Mmh. l'hypercachère. On en vient au moment où, on s'approche, vous en tant que négociateur parce que vous gagnez du temps, vous faites avancer, la communication. Mais est-ce que vous avez un rôle à jouer aussi, au moment, où l'assaut va être donné? On a un rôle à jouer, mais là, je vais pas trop en parler parce que, D'accord. mais effectivement, on est dans alors, après, il y a 2 options, hein. C'est soit on ne dit pas aux négociateurs qu'il va y avoir un assaut. Mmh. Certains pays le font parce qu'ils pensent que, si le négociateur est au courant, il pourrait se trahir. D'accord. Ah oui, certains pays ne le Des disent pays ou pas, des c'est unités, disent que d'accord. c'est mieux. En tout cas en France, on considère qu'on doit savoir. Ça permet d'avoir des informations, d'en donner,
pouvoir dire certaines choses, le cas échéant. Mmh. Et donc moi, je sais, et d'abord, je le sais depuis le début qu'il va y avoir un assaut. Oui, Donc après, le reste, je peux pas en parler. non, Mmh. ça fait partie de la stratégie Mmh. et sans doute Mmh. oui, d'une stratégie et d'un mécanisme, très précis. Mmh. Venons-en au Bataclan. Est-ce que, au Bataclan, vous avez le sentiment d'avoir affaire à, des profils différents? Parce que comme ça, de ce que j'ai appris Ouais. de ces terroristes qui restent là-bas au Bataclan, je vous parle pas d'Abaoud et de ceux qui vont, s'échapper, mais ceux qui restent au Bataclan. Vous allez négocier avec eux. La situation, est bien plus critique, parce que, il y a 2 terroristes qui sont retranchés dans un couloir, heu, très étroit Mmh. avec, une dizaine, hein, ou une Douzaine. quinzaine, une douzaine, vous dites? Mmh. Une situation quand même des plus, Mmh. périlleuses. Est-ce que le profil là, des 2 qui restent, d'abord, est-ce qu'il est différent, heu, de Koulibaly? Et est-ce que vous menez le même type de négociation là, ce soir-là? Alors le profil, enfin, déjà une grosse différence, c'est que Koulibaly était identifié. Oui. Donc on savait à qui on avait affaire. Mmh. On avait des éléments, donc un profil, au Bataclan, on ne sait pas, ils sont pas identifiés. Vous ne savez pas à qui vous avez Non, affaire? D'accord. non. Après, ce qu'on peut, supposer, c'est qu'on a affaire à des tueurs, des gens qui ont été en Syrie, qui ont tué, qui sont, aguerris, Binaire. sanguinaires, aguerris, et ça dépasse, Koulibaly, enfin ce qu'on avait vu déjà au Bataclan, Oui. à l'Hypercacher, pardon, qui était déjà terrible, mais là on est encore, 2 dimensions au-dessus. On est au-delà de même de Charlie Hebdo là. Oui, On a déjà plus de 100 morts, oui, au Bataclan. on n'a pas le chiffre exact, mais bon, Oui, c'est un massacre, oui, et donc la détermination, bah, elle fait aucun doute. L'idée évidemment, c'est pas de la même façon, c'est d'entretenir un contact, de voir, s'il y a des demandes, d'écouter, d'influencer si c'est possible, d'obtenir des libérations d'otages si c'est possible. Ça ne change pas. Par contre, on voit bien que là, la situation peut basculer, encore plus rapidement. Donc l'idée, c'est d'établir le plus vite possible un contact, d'essayer de le conserver, de gagner un peu de temps, comme toujours. oui, Mais l'issue, on la connaît d'avance. oui. Après, L'issue, vous la connaissez d'avance, mais alors il y a eu une série qui a été mmh, tirée, d'ailleurs excellente série mmh, de Lestrade, le réalisateur, où d'ailleurs certains ex-otages ont participé, à l'élaboration de cette série, de France Télévisions, et à un moment, on voit, les négociateurs et le sentiment qui est donné dans cette série, c'est que vous arrivez à établir comme d'habitude le contact, mais que, dans leurs demandes, ces 2 terroristes-là sont moins mégalos que Koulibaly et qu'ils sont un peu brouillons. Est-ce que vous établissez là, à partir de ce moment-là, un contour psychologique de ces 2 garçons qui restent, sur lequel vous allez pouvoir, un peu tirer, mmh. certains fils? Alors effectivement, il y a pas de demande, il y a pas de réelle demande à part, faites reculer, Oui, le groupe d'intervention. On a une période où, de confusion parce que c'est même, c'est eux qui ont une attitude assez contradictoire, qui disent qu'ils veulent négocier mais qu'ils ont rien à demander. oui. Tant et si bien qu'on se demande s'ils attendent pas un renfort, s'il n'y a pas une autre action qui va se lancer quelque part. Ce qu'on a établi après, hein, c'est, avec, en discutant avec les otages, c'est que manifestement, ils n'avaient pas préparé la prise d'otages eux-mêmes. Ils avaient préparé tout ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire Ça le massacre, et ensuite la prise d'otages, c'était un peu improvisé. Mais nous, ça nous a un peu perturbés parce qu'il y avait des éléments qui étaient un peu incohérents ouais, dans leur attitude. ouais. Ces 2 garçons ont l'air peu structurés Oui, voilà, intellectuellement. ils sont peu structurés déjà, mais surtout leur, prise d'otage, n'était pas structurée non Elle plus. est improvisée. Elle est improvisée. Mmh. Alors les risques, sont toujours là, hein, évidemment, hein, mais à la différence de Koulibaly où, il y avait une démarche, bon, avec des demandes exorbitantes, mais des demandes quand même, Mais c'était une préparé. organisation quand même. L'organisation, là, le massacre est préparé et la prise d'otage, non. Ouais. Donc du Mmh. coup, ça complique votre travail à ce moment-là? Alors ça le complique un peu parce qu'on se pose des questions, mais ça change pas le fond non plus. Au final, on sait ce qu'ils veulent, c'est, nous affronter, enfin Ouais, affronter la police. ouais. Le seul, différence, c'est que nous, on va essayer de choisir le moyen.
le moment et faire en sorte que les otages, soient préservés le plus possible. Ce qui Oui. paraît même assez, impossible, vu la Vu la configuration. configuration, ouais, Mmh. ouais, et ce qui va être pourtant un Ce qui va être véritable un vrai ouais, succès, un vrai pour succès. l'intervention, Oui, mais pas grand monde aurait parié sur un résultat, comme ça, connaissant les individus, les lieux, leur armement. Ils ont des ceintures d'explosifs, des kalachnikovs, ils ont déjà tué 100 personnes. oui, On oui. voit pas bien comment ça peut se terminer, Mmh. aussi bien. Avant que nous passions au reste, le reste de votre parcours, est-ce que vous avez, vous, négociateur, un rôle à jouer, heu, après? Une fois que le l'assaut a été donné, que les, otages sont libérés? Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Est-ce que vous rentrez dans le Bataclan? Est-ce que, vous vous occupez peut-être des otages, Après, je dirais non. Mmh. Les otages, après, vont être, soit entendus, soit, Pris en charge? pris en charge par des psys, mais qui sont pas des psys, de notre service. Mmh. Même si je pense que ce soir-là, elles ont participé elles aussi puisque, fallait la présence de tous les psys, qui travaillent avec nos services. Pour nous, l'intervention, elle est terminée comme Ouais. elle est terminée pour, un membre du groupe, tactique. C'est une question que j'ai oublié de vous poser d'ailleurs. Dans vos, négociations, en tout cas avec, ces terroristes, vous êtes accompagné, d'un ou plusieurs psys? Ce soir-là, Une psy, une psy qui est de permanence, qui est de la police judiciaire, mais qui est pas à temps plein avec nous, d'accord, mais qui est formée à la négociation, même si d'accord. elle ne négocie pas. Mais on a 3 psys, de la police judiciaire, parisienne, qui sont dans différents services, Mmh. qui montent des permanences, avec la BRI en cas d'alerte et donc là, on avait une psy avec nous, à l'hypercachère, aussi. D'accord. Elles ont un rôle, un petit peu à part, mais ça nous aide sur la c'est un peu l'élément extérieur qui observe et qui peut donner, des fois des conseils sur des stratégies de communication ou Mmh. Mmh. notamment avec des malades, Oui, des malades mentaux. mentaux. Est-ce que, dans votre longue carrière, puisque, 38 ans, de carrière, passés entre la BRB et la BRI, est-ce que l'Hypercacher et le Bataclan, restent, les 2 épisodes les plus marquants pour vous? Alors c'est difficile à dire parce que, c'est des épisodes, vraiment particuliers. C'est des négociations avec des terroristes, qui veulent mourir, qui ont tué des gens. Évidemment qu'on n'en rencontre pas tous les jours. Après, moi, j'ai, d'autres situations qui tant de braquage, ou d'enlèvement avec demande de rançon ou de forcené même des fois, qui sont aussi, très marquantes. Mais elles sont pas aussi dramatiques parce qu'il y a pas eu autant de victimes. Mais plus difficile peut-être? Peut-être plus difficiles Ouais, parce que, nous, on sait comment ça va se terminer. Notre chef de service, lui, il sait qu'il a pas le choix, qu'il faut mener l'intervention. Donc c'est des options, on sait qu'il va y avoir de la casse. En tout cas, il y a de gros risques, mais on n'a pas le choix. Tandis que des fois sur des interventions moins importantes et ben, on va prendre des options, on va voir, on va revenir sur des choix, on va se poser des questions, on n'aura pas ça sera pas linéaire oui. Comme avec, et comme dans ce type de situation, avec des même gars qui si veulent ce mourir. avec des gens qui veulent mourir, même si c'est les plus dramatiques. Oui, Mais le scénario, il est déjà écrit. oui. Alors après, il y a le nombre de victimes qu'on va essayer de limiter évidemment, mais on n'est pas surpris, vous voyez? Enfin, on est surpris. On trouve quand même le moyen d'être surpris parfois parce que Koulibaly, par exemple, moi je m'attendais pas à ce qu'il sorte. Alors c'est assez, Et je pense que ça, controversé. c'est le personnage aussi, mégalo ou alors il a vu que les Kouachi étaient sortis aussi pour affronter le GIGN. Oui, Donc puisqu'il il s'est dit: «Je regardait, peux pas faire moins», il vous voyez? regardait la Il télé. regardait la télé, même si on ne le sait pas. Après, c'est des trucs on n'a pas de certitude, mais on se dit: «Il a dû vouloir faire, finir Oui, en beauté, ouais. de la même manière que les autres». De la même manière que Mera aussi? Aussi, aussi. Ouais. Donc on apprend de toutes ces situations-là, mais encore une fois, la fin, elle est déjà écrite, quoi. Oui. Mais dans votre carrière de négociateur, Mmh. là où vous avez eu affaire à des, gens qui, comme, vous me l'expliquiez au début de notre entretien, n'avaient pas envie de mourir. Quand ce type de profil est arrivé en tant que négociateur, ça a dû vous faire, quelque chose. Vous avez dû vous dire: «Là, il y a quelque chose qui va changer dans mon métier. Je vais devoir, sûrement affronter,
ce type d'individu, et plusieurs fois. Mmh. Hem et est-ce que là, on doit être reformé? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce Oui, qu'il oui. y a il y a eu une collaboration entre vous, les Anglais, les Américains, enfin partout où c'était arrivé, hein, parce Mmh. qu'on avait été touchés un peu partout. Oui. Est-ce que ça a nécessité, d'en apprendre un peu plus sur le profil de ces dingues? Parce Oui, oui, que, oui, oui, à la oui. base, on a affaire à des dingues, Mmh. mais dont la santé mentale, Mmh. n'est pas remise en question. Mais quand je dis des dingues, c'est-à-dire que quand on veut mourir en étant persuadé qu'on va avoir 70 vierges, c'est que quelque part, il y a un truc qui a vrillé. Mmh. Mais est-ce que ça a nécessité que vous soyez, plus performant dans votre formation? Oui, oui, il a fallu ajouter un petit module, négocier avec des terroristes Oui, parce que, au départ, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, hein, et donc le MERA, c'est le RAID qui a traité ça, mais ça nous a déjà beaucoup aidé. Donc on était déjà sur la voie. Après, c'est les autres pays, en fait, qui sont venus, nous voir. oui. Parce que, après l'hypercachère, que le Bataclan, Il y a eu Nice, ensuite. il y a eu Nice, ouais, mais Mais c'était un peu différent. voilà, C'était bah, là, il y a pas de négociation, Il y il a y pas de a négociation, il y a pas de retranchement, mais d'ailleurs après donc l'hypercacher et Koulibaly. bah, après il y a eu Le des Bataclan? il y a eu le Bataclan, après il y a eu des attaques au couteau, il y a eu Trèbes Oui, aussi, oui, avec, oui, avec le gars, officier, oui, de la gendarmerie qui a été oui, tué. qui a été tué. Mais, il y en a pas eu, tant que ça, quand Mmh. même, heureusement. Il y a eu beaucoup d'incidents, mais, je dirais d'un niveau, moindre. Mais effectivement, tous les pays européens, bah, enfin même tous les pays du monde sont venus, en France pour chercher à comprendre. Ouais. Ça, donc nous, on a eu des visites sans arrêt pour savoir, qu'est-ce que vous avez fait, qui sont ces gens-là, et cetera. Qu'est-ce que vous faites, comment vous avez procédé? Mmh. Donc là, pour une fois, on venait apprendre des Français, puisque c'est peut-être à part les Belges et encore, on a été plus, confrontés à ce type de terrorisme. 38 ans donc de police, une identité, hein, Ouais. centrale. Quand en 2025 vous devez quitter, cette famille, je Mmh. suppose, parce que c'est une famille, lorsqu'on est confronté à des situations comme vous avez été, confrontés, Mmh. je suppose que on est dans une famille, un groupe, que les liens sont très forts et puis que le métier, est prenant, Mmh. intéressant. Est-ce que c'est, difficile, de s'arrêter? Oui, c'est assez difficile. C'est assez difficile, bah, faut se préparer, Oui, déjà, psychologiquement, et puis bon après, effectivement, moi j'avais 28 ans de BRI, 38 ans de police, mais 28 ans de BRI, donc c'est, toute ma vie professionnelle. c'est intense en plus la Ouais, BRI. intense, donc on a forcément, des amis, des relations, plus que ça même, vous voyez? Donc c'est une rupture, ça peut être assez brutal suivant les personnalités, Oui, qu'on les préparait, ou non, parce que oui, 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 et puis tout le monde ne réagit pas pareil, hein, donc non, il y en a certains qui aiment aller à la pêche ou à la voilà, ouais. ou bricoler. Moi, c'était pas trop mon cas, donc Non, ça a été quasiment ma seule passion, je dirais, même s'il y a des trucs que j'aime bien aussi, même si j'ai une famille, mais mmh, mais c'est un métier de passion. c'est un métier de passion, Oui, et donc du jour au lendemain, clac, on vous retire votre truc, ouais. ou presque. Donc faut être capable bah, de faire autre chose, de passer à autre chose, et c'est pas toujours évident, Mais avec une formation comme la vôtre, je me posais la question, bien évidemment, hem, vous pouvez intéresser quand même aujourd'hui, certaines entreprises. Oui, 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 ça arrive. Je fais aussi des formations maintenant, ponctuellement dans le privé. Mais bon, c'est pas une activité, au quotidien, Oui. d'une part, et puis bon, après, il y a pas l'aspect, Il y a pas la même adrénaline. non, on vit plus l'événement, on est observateur, vous voyez? Oui, C'est le joueur de foot qui regarde le match des tribunes, quoi, donc oui, heu, ce sentiment-là, ouais. ouais, donc alors, on s'y fait forcément, hein, à un moment donné, faut mais au début, c'est un peu difficile, hein, Oui. là, je pense que si Mbappé, il se blesse et on lui dit: «Ta carrière est finie, tu vas te mettre dans les tribunes et tu vas regarder l'équipe de Je France». pense qu'il aurait beaucoup de mal, Ouais, bon, en je me plus. compare pas à Mbappé, Non, mais j'ai bien compris. voilà, c'est un peu ça, donc faut quand même, ça prend un peu de temps pour digérer, quoi.
Mais vous avez quand même un certain cursus, Pascal, Ouais. est-ce qu'il ne vous arrive pas de retourner, pour former, Alors les petits, nouveaux, les futurs négociateurs? maintenant, c'est le cas puisque je retourne dans mon service, je fais la période de réserve, D'accord. donc j'ai une ou 2 fois par mois, je reviens, on fait des exercices et puis je me tiens un peu au courant parce que de toute manière tout évolue, hein, Oui. de ce qui se fait maintenant dans, le Mmh. monde de la négociation, ce qui permet de garder un lien et puis De parler avec de les copains. décrocher, tout doucement Mmh. Au moment où on se parle, hem, vous qui avez, affronté ces situations, de l'hypercachère, du Bataclan, est-ce que, parce qu'on voit toujours aux infos, alerte niveau 3, est-ce que vous restez, vigilant? Bon, mmh. vous devez l'être, mais, est-ce que vous êtes inquiet sur, ces profils, de terroristes? Est-ce que ça reste quelque chose, de très présent finalement dans les dangers qu'on encourt, au quotidien aujourd'hui, dans tous les pays occidentaux? Oui, c'est un danger effectivement, hein, c'est toujours là. Après, est-ce que ça doit nous paralyser ou est-ce que ça doit je pense pas. Après, enfin, en tout cas en France, on a prouvé qu'on pouvait réagir même s'il y avait Oui, des victimes. oui, Il y a probablement eu d'ailleurs des choses à améliorer, hein, mais c'est là, ça va se reproduire certainement, peut-être pas au même degré, mais qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Juste continuer à vivre et puis se préparer et oui, pour ça, et d'autres choses parce que de toute manière, on voit bien que, soit la criminalité, soit même le terrorisme, ça évolue donc oui. À vitesse grand V en à plus. vitesse grand V, il y a des changements, ce type-là de terroriste, on l'a pas connu dans les années, 80-90 où, moi dans mon service, je sais qu'avant même que j'y sois, ils avaient traité pas mal de prises d'otages terreau, ça se terminait en reddition, hein. Oui, Donc, ça c'est et c'était des gens déterminés, mais il y avait des aspects peut-être négociation politique derrière et cetera, des arrangements. Mais ça se terminait pas comme ça. Donc, est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va changer? je Mais pense le que risque est là, je évidemment. pense que notre société a, vous l'avez dit, hein, a évolué. Cette nouvelle race de terroristes qui est déterminée à mourir à la fin, elle équivaut à, ces nouvelles organisations, mafieuses que l'on a vu évoluer aussi, à travers le monde, mais en France aujourd'hui, Mmh. où l'on voit, des criminels de plus en plus jeunes, de plus en plus déterminés, mais surtout avec, l'impression qu'ils me donnent qu'ils pensent que la vie elle dure, jusqu'à 25-30 ans en fait, qu'on va mourir jeune. Mmh En mh. fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette société et je pense que quand on a été policier comme vous, 38 ans, et qu'on a été au contact de ce monde, bah, un peu Mmh. plus marginal, un peu plus violent et avec, des codes différents, on doit avoir, senti, vraiment, toutes ces choses-là bien changer Oui, aujourd'hui. à tel point que, moi, il y a des choses que je comprends même pas. Quand on me dit: «On a recruté un tueur sur Instagram, de 15 ans», C'est fou. c'est fou. Alors, peut-être mes collègues plus jeunes maintenant, eux, ont digéré ça, mais Mmh. pour moi, ça correspond à rien, quoi. Je veux dire, c'est pas Ouais, comment c'est possible ça? ouais. Ouais, donc il y a forcément, des changements, Les et voilà. choses vont se complexifier, en tout cas. Mais bon, Vont c'est évoluer, l'évolution du monde. voilà. Bah, écoutez, j'étais ravi, d'échanger avec vous parce que j'ai déjà une profonde admiration pour, je vous l'ai dit, ceux qui, de mon point de vue, sont les garants, en tout cas, font partie des garants de notre Mmh. République, et puis surtout d'une société qui doit rester, debout, et en ça, j'ai été vraiment très honoré de vous recevoir, Pascal. Merci. Merci à vous. J'espère que vous aussi, vous avez été, passionné, intéressé par, cet entretien. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à vous abonner, à cette nouvelle chaîne Olivier Delacroix officielle. Vous pouvez, cliquer sur la petite, cloche qui vous permet, de savoir quand une nouvelle vidéo arrive. N'oubliez pas que nous sommes, régulièrement en direct les soirs de la semaine sur Twitch et sur TikTok pour, des échanges, sur les thématiques qui animent notre société. Enfin, nous sommes partout. Je dis «nous» parce que je suis, vous le savez, accompagné d'Hélène sur TikTok et sur Twitch et que ces échanges, eh bien, c'est, aussi votre monde dont on parle, votre quotidien. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien. Salut.